savons nombreux en train de nous suivre dans votre magazine en question d'actualité, le processus d'identification de la population. Le dernier recensement que la RDC a enregistré date de 1984. Aujourd'hui, nous sommes à une année des élections, donc en 2023. Il s'avère important la nécessité de l'identification de la population et pourquoi pas octroyer une carte d'identité aux citoyens congolais. Il ne doit pas être non plus une condition sine qua non pour organiser les élections. Donc la RDC a besoin d'un fichier, d'un registre national d'identification de la population. C'est vraiment important. On t'attend toujours. Kinshasa, combien d'habitants? On dit souvent 10 millions, près de 12 millions d'habitants. La RDC elle-même a combien d'habitants? Souvent, on t'attend, on n'a pas de chiffres exacts pour tout ça, parce que à la base, il n'y a pas d'identification de la population, il n'y a pas de carte d'électeur, ils ont des cartes d'identité. Et aujourd'hui, c'est la carte d'électeur qui fait office à la carte d'identité. Et pour cerner toutes ces questions, nous avons invité pour vous un habitué de ces plateaux, Maître Dieudonné Tchibobois. Bienvenue sur ce plateau. Merci Oscar. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, avocat à Kinshasa Gombe, également au barreau de Kananga. Vous êtes également président de la Fédération de la diaspora congolaise, basée en Belgique, à Bruxelles, président justement du mouvement citoyen sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, et en même temps vice-président du Centre de recherche pour l'information et la protection des consommateurs congolais. Vous avez plusieurs casquettes. En même temps, vous êtes chercheur, à votre actif, plusieurs publications. Je ne vous dénie pas la qualité non plus des politiciens, parce que ce que vous faites, c'est de la haute politique. Encore une fois, bienvenue. Merci Oscar. Nous parlons justement de l'identification de la population congolaise au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une nécessité? Parce que le dernier recensement date de 1984. Je pense qu'il faut d'abord poser la question, pourquoi identifier une population? Une population fait partie d'un État déterminé qui a des frontières bien constituées. On doit savoir qui, sur ce territoire, est national et qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que en fonction de votre identification, il y a des prérogatives, il y a des droits et des obligations. On doit savoir cet État constitué contient combien de personnes, ou combien d'âmes, comme on dit. On doit connaître le nombre exact des habitants de ce territoire. On appelle la population. Et après avoir fait ce travail, un État responsable délivre à cette population une pièce d'identité, une pièce d'identification, si je peux le dire. On peut identifier cette personne comme faisant partie d'un tel territoire, d'un tel pays, et cette personne a telle prérogative. C'est juste en bref. Et beaucoup de Congolais sont nés, surtout ceux des années après 84, ne connaissent pas même pas une pièce d'identité, parce qu'à l'époque, là, on avait une carte verte, estampillée au flambeau du Zaïre à l'époque. Exactement. Pour ceux qui connaissent à belle époque, on appelait ça Maya Pondou. Et cette carte verte, il y avait le nom de la famille, donc le papa, la maman et les enfants qui étaient repris sur la carte. Et des photos en noir et blanc. En noir et blanc. Voilà. C'était notre manière de travailler avec la technologie de l'époque. Mais actuellement, on identifie une population d'abord en faisant, pour créer un fichier général ou un registre national. L'identification actuelle se fait par la biométrie. C'est-à-dire que on essaie de reconnaître la personne à partir des caractéristiques physiques propres à la personne ou comportementaux. C'est pour ça que vous voyez qu'on délivre dans plusieurs pays, même ici nos passeports sont des passeports biométriques ou des cartes biométriques. Donc, on prend votre caractéristique, ça peut être par votre iris, on fait une photographie, on fait une empreinte digitale, on prend par la morphologie de la main, par les réseaux veineux. Il y a plusieurs manières de vous identifier par la biométrie. Et quand on vous identifie, on sait qui vous êtes, ou on vous met dans une banque de données. Et cette banque de données est gérée par l'État, si on peut C'est ce que vous appelez fichier. On crée ce qu'on appelle un fichier de la population
ou un registre national. Et à partir de l'identification et de ce fichier, on délivre à une personne un numéro de registre national. Sous d'autres pays, par exemple en Belgique, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent votre date de naissance. Parce que quand on identifie une personne... Excusez-moi, numéro de registre national, c'est pas par rapport au commerce? Non. Par rapport au commerce, on parle d'un numéro d'entreprise. Attention, l'identification pour un registre national ne concerne que les personnes physiques, pas les personnes morales. Les personnes morales, eux, sont dans un fichier, un autre registre, qu'on appelle un registre d'entreprise. Je vous donne un exemple, par exemple, de la Belgique et d'autres pays, parce qu'on doit connaître une personne, sa date de naissance. À partir de ce moment-là, pour simplifier, on renverse votre date de naissance. Si vous êtes né, par exemple, le 25 octobre 2002, qu'est-ce qu'on fait? On renverse, on fait 2002, 10, 25, on met 2, 3 autres chiffres pour identifier. Quand vous allez à l'endroit et qu'on tape le mot de registre national, on sait directement que c'est monsieur Oscar. Mais ça permet, ça n'existe pas. En RDC, on n'a pas déjà des pièces d'identité. Dans un RDC, on n'identifie pas les personnes d'une manière, moi je dirais, aujourd'hui, qui est admise. L'identification se fait de manière isolée. Par exemple, si vous allez pour obtenir votre passeport, on vous fait, on prend vos empreintes, on vous délivre un passeport. Là, on vous identifie de leur manière, mais ça reste au niveau des affaires, du ministère des Affaires étrangères. Mais ce que nous disons, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on identifie un RDC séparément. Vous pouvez aujourd'hui aller pour avoir un numéro de téléphone, un numéro de mobile. On vous enregistre. Oui. On vous identifier. Ça, c'est pour un problème sécuritaire, c'est qui est normal. Au niveau des écoles, par exemple, on identifie aussi les élèves, les étudiants dans l'université. Donc, mais on se le fait d'une manière isolée. C'est que moi, je propose parce que on a un souci qu'on fasse d'une base de données nationale. Mais pour identifier les personnes, c'est pour arriver à créer un fichier. Le fichier, c'est une base de données, en fait. Pour créer cette base de données, on a besoin d'informations. Et cette information se fait par la collecte des informations, par la collecte des données. Souvenez-vous que j'ai parlé des données personnelles. On collecte ces données-là qui doivent être protégées. Et c'est ça même le travail de l'État, qui est celui de connaître ceux qui font partie de son territoire. Parce que c'est ça la population. Donc, si je comprends bien, l'État congolais ne maîtrise pas bien la démographie. Oui, la démographie. Mais non, parce qu'au moment, c'est approximatif. Il n'y a pas, vous savez, le recensement scientifique qui est fait par le ministère du Plan, justement, qui essaie d'avoir une statistique sur la population, la démographie, et aussi un recensement général de la population pour connaître qui est qui. Mais aujourd'hui, à l'État congolais, depuis 84, rien n'a été fait. Donc, si on ne sait pas. Si un étranger quitte son pays, il arrive à Kinshasa ou dans une des provinces de l'RDC, une fois installé, c'est fini. Il peut valablement se revendiquer d'être congolais parce que vous ne pourrez pas démontrer le contraire. Il va démontrer comment, sauf si vous allez vous référer, s'il est venu par la voie aérienne et qu'il entre par un des aéroports, il a son identification par la DGM. Et si vous n'avez pas cet élément-là, vous ne savez pas le faire parce qu'il n'a pas été identifié et surtout pas par la biométrie. C'est difficile. Vous allez voir quelqu'un qui est entré avec une pièce d'identité, il est sur le Congo, il est sur le territoire congolais, il a une autre pièce d'identité parce que vous n'avez pas vérifié. Alors si les données sont centralisées, c'est revendiqué d'être congolais. Même pas 10 ans directement, c'est revendiqué d'être congolais, sauf s'il y a un délit de faciès, là on peut douter. Mais une personne comme vous, de couleur noire, avec un faciès de banquier, oui, mais quel élément vous allez avoir pour contester sa nationalité? Mais pour ça, nous avons réfléchi sur des parades. Ça, on pourra en parler. Mais je vous parle de l'état actuel des choses. Comment vous pouvez prouver que vous êtes congolais, tel que vous êtes? Vous n'avez pas d'éléments de preuve. Personne ne peut prouver. Parce que c'est un système déclaratif. Peut-être que ce que vous dites est vrai ou faux. Mais je vais citer mon village, mes ancêtres. Voilà. Et c'est une des parades. C'est-à-dire, par la territorialité de la personne, on peut arriver à identifier qu'elle vient de tel village, ses ancêtres. Ça, pour le faire après. Mais pour le moment, c'est inexistant. C'est ainsi que, à l'époque, pour éviter qu'on arrive dans les dérives, quand une personne naît, qu'est-ce qui se passe? Ses parents vont déclarer, même ici la loi le dit, vous allez déclarer la personne à la commune de naissance. On sait que telle personne est née, telle date, elle est de telle nationalité parce que ses parents l'ont déclaré, ou bien s'il n'a pas été déclaré, les autorités le font selon les mécanismes prévus. Mais il faut arriver aujourd'hui à identifier la population congolaise qui aujourd'hui est estimée à plus ou moins de 80 à 100 millions. Dans l'approximatif,
Et les études sont faites par des organismes internationaux. C'est même pas le Congo lui-même qui fait. Plus ou moins. On est plus ou moins. C'est qui n'est pas normal. Parce que ça crée beaucoup de déficits. Déficits au niveau de l'information, déficits au niveau même de la planification, des cotisations sociales, au niveau des assurances. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, je sens que vous avez beaucoup de matière à nous donner quant à ce. Alors, pourquoi seulement aujourd'hui? Parce que le dernier recensement, nous l'avons dit, date d'il y a plus de 30 ans, de 1984. Figurez-vous. 38 ans. Pratiquement 38 ans. Après, aujourd'hui, vous pensez qu'il faille organiser un recensement, l'identification de la population. C'est pas par rapport aux élections? Non, non. Il est plus qu'important que l'État prenne ses responsabilités. Vous savez, nous sommes un pays à risque. Nos frontières sont poreuses. Aujourd'hui, vous parlez des élections. Ce n'est qu'une facette. Au-delà des élections, il y a beaucoup d'autres aspects qui entrent en compte. Regardez la population. Prenez la ville de Kinshasa. Est-ce que vous savez qui est qui à Kinshasa? Même point de vue sécuritaire, c'est difficile. Ce n'est pas normal. Et je peux aller même point de vue économique. Aujourd'hui, vous allez voir une population qui est en train de prendre un certain âge, qui cotise pour eux, qui va tenir les pensions. Mais comment savoir? Si les organismes de l'État ne sont pas opérationnels, comment savoir que planifier que dans 20, 30 ans, on a autant de personnes qui vont aller en pension et qu'il faut une telle quantité de gens qui travaillent? Comment on va avoir ces données? Comment réfléchir? Il en va même d'un État responsable de mettre en place ce fichier, cette identification et créer cette interopérabilité entre les services. Même point de vue fiscal, c'est important. Aujourd'hui, vous payez vos impôts sur quelle base? Sur base de ce que vous déclarez. Nous avons un système d'impôt déclaratif. Oui. Mais est-ce que aujourd'hui c'est déclaratif? Si on veut faire un contrôle, si on doit remonter, s'il y a un fichier national, c'est qu'on appelle une base de données également qui peut exister, on peut remonter, voir est-ce que vos déclarations que vous faites sont vraies en faisant un travail comparatif avec ce que votre employeur a fait. Mais si tu es constitué dans une base de données, c'est plus simple, ça permet à l'État d'avancer et de lutter contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale. Il y a plusieurs avantages. 38 ans durant, il n'y a pas eu d'identification. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté politique. Aujourd'hui, il y a la volonté. La volonté est là parce que le chef de l'État en a discuté à plusieurs reprises. Et c'est vraiment, c'est à ceux qui doivent exécuter. Il y a un plan national du numérique qui existe. Il faut lire ce plan numérique. Tout a été écrit. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait. On parle, il y a une agence, il y a une agence. Avec le Premier ministre. Premier ministre, oui. Mais au-delà de ça, il y a l'ONIP. Hein, cet organisme qui est chargé d'identifier la population qui a été mis en place par le décret 1148 du 30 décembre 2011. Cet office de l'ONIP existe, mais qui aujourd'hui a un problème de budget parce que... On les sent pas sur le terrain. Oui, mais parce qu'ils sont un peu coincés. Les animateurs ont été nommés par le président. Oui, mais écoutez, vous leur donnez pas les moyens pour constituer ce qu'ils doivent faire comme travail, qui leur faut. Et je leur donnais comme conseil, j'ai dit non, il y a plusieurs manières de réfléchir. Que de rester comme ça, sans rien faire, vous pouvez commencer à travailler en aparté. Vous comprenez? Comme je vous ai donné des exemples, il y a déjà des institutions ou des organismes qui ont des données, on peut faire un recoupement d'informations, mais vous pouvez faire un financement participatif aussi. Ça existe. Vous pouvez demander à la contribution de la population. Je dis, ceux qui peuvent. Vous pouvez faire un partenariat public-privé. Là, ce sont les moyens pour il y a plusieurs méthodes de financer. Aujourd'hui, même ce problème d'argent est là. Ils pouvaient recourir aux partenaires privilégiés de la RDC pour financer. Les petites recherches que j'ai menées, je viens d'apprendre que la RDC a besoin d'au moins 350 millions de dollars américains pour financer l'identification, si vous voulez, les recensements de la population. Oui. Ce qui a été dit par l'ONU, selon leurs évaluations, mais je dis qu'au-delà de ça, ce qui est vrai, parce que nous n'avons pas, c'est eux qui ont la maîtrise des chiffres. Mais au-delà de ça, il y a moyen de commencer quelque part. Commencer comment? Avec le recoupement d'informations de ceux qui détiennent déjà. Vous savez, nous avons un fichier électoral qui existe, même si on doit le réviser. Mais c'est un bon élément. Parce que les membres de la CENI, qui ont une lecture démographique et une lecture sociologique et géographique du territoire, c'est des gens qu'on doit mettre à profit. Déjà, le fichier qui existe, on peut utiliser également ce fichier et s'il faut le nettoyer, on le nettoie comme c'est plusieurs fois. Et prendre ce fichier. Ça prend beaucoup de temps, hein, s'il faut le nettoyer, Écoutez, ça prend beaucoup de temps. Les opérations 3 cycles électoraux ont coûté près de $1 milliard. 1 milliard depuis 2004.
pour aboutir à quoi une carte d'électeur que vous avez, que nous avons, qui n'est qu'une pièce d'identité, entre guillemets, qui est admise, autorisée, mais qui en foi n'est pas une vraie pièce d'identité, si on doit répondre aux spécificités. Non, faut pas passer très vite comme ça. Pourquoi? Une carte d'électeur qui en soi n'est pas une vraie carte d'identité. Non, parce que au niveau de l'État congolais, on n'a pas dit que la carte d'électeur est une pièce d'identité qu'on doit brandir pour se faire identifier comme étant congolais. Elle fait office. Elle fait office faute de mieux. Faute de mieux, on n'a pas autre chose. C'est pour cela qu'il y a une admission. On dit, comme on n'a pas de carte d'identité, on prend la carte d'électeur. Mais tout le monde n'a pas la carte d'électeur. N'oubliez pas que la base même de l'État, c'est l'égalité de tous. Si la carte d'électeur devait faire office de pièce d'identité, il a fallu que tout le monde ait la carte d'électeur, même les enfants, ce qui n'est pas dit parce qu'ils ne sont pas à l'âge de voter. Donc, ce n'est pas une pièce d'identité qui doit remplir les conditions. Donc, même. il faut nécessairement absolument avoir une carte d'identité. Il faut une carte qui remplisse les conditions légales pour que cette carte soit valable. Vous comprenez? Même un bébé doit avoir une pièce qui identifie selon les conditions qui seront mises en place par l'État. Mais au-delà de ça, il est important qu'un Congolais, il n'y a pas que les Congolais, parce que la carte d'identité n'est pas simplement pour les Congolais, même les étrangers qui sont ici, doivent avoir une pièce qui les identifie, une carte identifie quand ils sont sur le territoire, quand ils résident ici. Je parle de ceux qui résident, hein, parce que c'est la carte d'identité, bien la carte d'identité, qui fait brandir ici, je parle pour ceux qui résident au Congo. Ça leur donne des droits et des obligations. Puisque nous parlons justement de la carte d'identité, donc de l'identification de la population congolaise, il y a des Congolais au pays, il y a des Congolais qui vivent à l'étranger, d'autres même ont acquis notre nationalité. Je sais que vous êtes des militaires pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Donc, vous êtes pour la révision de la Constitution, dans son article 10, pour que les Congolais juste une double nationalité. Une double ou autre, mais vraiment qu'un Congolais, il peut prouver qu'il est Congolais d'origine, il ne doit pas perdre sa nationalité, même s'il a acquis d'autres nationalités. Maintenant, dites-nous comment ça va se passer, hein, pour les Congolais qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger, parce que vous avez une identification. Mais moi, j'ai proposé des pistes. Pour ceux qui sont à l'étranger, nous avons des missions diplomatiques. Je demande déjà aux Congolais qui n'ont pas changé de nationalité, peuvent s'inscrire dans leur mission diplomatique et avoir des cartes consulaires. Au moins, on a une base de données. Et pour ceux qui sont dans la démarche que nous avons, qui ont changé d'autres nationalités et par recoupement d'informations qui peuvent démontrer qu'ils sont des Congolais d'origine, il faut les mettre sur une liste d'attente. Toujours au niveau des missions diplomatiques. Et ça, ce n'est pas compliqué. Donc, un registre d'attente pour les Congolais qui se revendiquent Congolais, mais qui sont en instance de régularisation. Qui attendent que la Constitution modifie pour leur donner le droit de redevenir Congolais. Ils sont sur un registre d'attente. Mais ceux qui prouvent dans leur pays, surtout à l'étranger, auprès des missions diplomatiques du Congo, qui sont des Congolais, ceux-là, ils ont une carte consulaire, ils sont des Congolais. Et là, on peut les identifier très simplement. C'est pas beaucoup. Vous savez, pour ceux qui sont à l'étranger, ça peut aller très vite, hein, avec très peu de moyens. Raison pour laquelle on apprend ailleurs que tel citoyen a voté tel tout comme en France. Oui, c'est facile. En France, vous savez, les Français qui sont un peu partout, surtout ceux qui sont en Belgique, parce que je côtoie quand même ceux qui sont dans une région, dans un territoire donné en Belgique. Vous savez, à la fin des opérations, on peut vous dire qu'autant les Français de la Belgique, autant ont voté pour tel parti. Ils sont directement le même jour à la fin. C'est à la fin. Parce qu'ils ont des canaux qui sont faits. Les Américains vont même plus loin. Les Américains de l'étranger, les Américains votent même en avance. Avant le jour de vote, ceux qui sont à l'étranger votent. Vous comprenez? Parce qu'on les a identifiés. Vous savez, je prends le cas des Américains. Un Américain, où qu'il soit, quand il arrive sur un territoire donné, les États-Unis savent qu'il y a un citoyen américain. Vous allez voir même quand un Américain se trouve à Manebankoul, ou bien qu'il se trouve dans un village, quand il y a une guerre, ou à Kabayakamwanga, ou je ne sais pas, dans quel village, quand il y a une guerre, on sait qu'un Américain, on envoie pour aller chercher ce citoyen américain qui est identifié comme américain. Donc ils sont retraçables. Partout. Parce qu'ils sont dans un fichier. Parce qu'ils sont dans un fichier, ils sont des Américains, partout. Et ils vont même plus loin. Vous, Congolais, vous allez aux États-Unis, vous avez un enfant né sur le territoire, cet enfant est américain, il ne vous appartient pas, il appartient aux États-Unis. C'est pour cela que vous allez voir, ils peuvent venir ici, nous on est venu prendre notre citoyen américain. On prend votre enfant parce qu'il est citoyen américain. C'est ça. Nécessité d'avoir une base de données sur sa population. Obligé.
d'avoir cette base de données. C'est même ça ce qui permet de dire que nous allons vers le modernisme. Hein? Regardez. Vous n'avez pas de base de données. Vous n'avez pas cette connexion entre les entités. Comment vous allez aujourd'hui savoir que sur notre territoire, nous avons autant de Congolais, nous avons autant de telles nationalités, comment vous allez arriver à sectionner et à différencier les gens? Comment vous allez le faire? Oui, Maître Dieudonné Tshilobwa, je vous interromps un tout petit peu parce que beaucoup de questions sont en train de nous parvenir. Il y a des gens qui sont sceptiques, des Congolais qui sont dubitatifs par rapport à cette question que vous soulevez aujourd'hui, la nécessité de l'identification de la population congolaise au milieu du recensement à une année des élections. C'est pas des subterfuges pour favoriser les glissements? Pas du tout. Rien, l'un n'exclut pas l'autre. Nous disons qu'on continue avec l'enrôlement s'il doit être lancé, et rien n'empêche que parallèlement qu'il y ait identification. Et ça aurait été même plus simple si on avait fait ça il y a 2-3 ans. Moi, je pense qu'on aurait déjà bien avancé. Mais non, l'un ne doit pas exclure l'autre. Le recensement se fait d'un côté, et l'enrôlement qui doit être lancé se fait de l'autre côté. Voilà, on ira, on avancera. Quand on aura fait le travail de l'enrôlement, on arrivera là, il faudra arriver. Quand on ira aux élections, mais on continue avec l'identification. L'un ne doit pas empêcher l'autre. À la fin, l'objectif, c'est quoi? C'est peut-être pour le prochain cycle électoral, on n'aura plus besoin de faire l'enrôlement. On ira simplement sur le fichier du général ou le registre. De là, on va tirer le fichier électoral. Simplement. Ce sera moins d'argent. On aura une pièce d'identité, on aura un fichier national, on aura une identification. Et ceux qui seront enrôlés, ceux qui seront plutôt à l'âge de voter, les communes vont vous délivrer, vous inviter à venir voter. Voilà, simplement. C'est comme ça que ça se fait dans chaque pays. Il n'y a pas à avoir peur par rapport à l'enrôlement. Ici, il n'y a pas besoin d'encourager un retardement quelconque. Non. Parce que nous sommes d'abord partisans du respect de tous les délais. Il faut qu'il y ait des élections, oui. Mais les élections ne doivent pas non plus être une occasion pour freiner le développement du pays. Non. Il faut qu'on ait de l'avant. En plus, vous savez, aujourd'hui, ce qui m'étonne au Congo, c'est que tout est focus dans la politique. Mais il n'y a pas que la politique. Parce que regardez les conséquences des élections. On vote, on connaît les suites. Non, il faut penser au développement du pays. Ce que nous disons là, ce sont des données importantes. La population congolaise, on nous dit qu'il y a 60% de la jeunesse. Mais on peut prendre cette 60% de la jeunesse, étudier comment planifier pour donner du travail à 60%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des études. À l'heure actuelle, il n'y a pas moyen de planifier. Mais non, parce que vous n'avez rien. Vous n'avez que des approximations. Il faut arriver au moment à pouvoir planifier, prendre compte de ces éléments-là. Et je m'imagine que le gouvernement donne du fil à retordre à tous les bailleurs qui viennent parce qu'il n'y a pas de statistiques fiables. Il n'y a que des approximations. Et c'est même eux qui viennent faire des études pour nous. Vous allez au fond des villages, vous allez voir qu'il y a des organismes internationaux qui sont en train de faire des études à votre place. On a un ministère de plan qui est là, qui peut faire ce travail également. Nous avons aujourd'hui nos NIP pour faire les recensements. Faisons ce travail. Et en se tenant la main avec ceux qui le font déjà maintenant. Je vous ai parlé des banques, par exemple. Aujourd'hui, vous allez à une banque pour ouvrir votre compte bancaire. On vous demande votre identité. On doit vous identifier. C'est qui est normal. Je vous ai parlé des opérateurs de télécommunications qui vous identifient. C'est qui est requis pour la sécurité nationale. Il y a plusieurs autres aspects. On recoupe, on crée, on avance. On ne reste pas à attendre. Pourquoi on attend? Ça n'a pas de sens. Vous amenez beaucoup d'idées innovantes au pays. Vous êtes un Congolais. Bien sûr que vous naviguez entre deux pays. Tantôt c'est en Belgique, tantôt c'est en RDC à Kinshasa, à Bruxelles. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, Kinshasa, Gombe et Kananga. Et vous avez avancé beaucoup d'idées. Dernièrement, vous avez parlé de la protection des données des consommateurs, n'est-ce pas? Les consommateurs congolais, vous avez estimé qu'il n'est pas protégé sur le plan de la loi. Vous avez sollicité dernièrement la révision de la Constitution, notamment de l'article 10, n'est-ce pas, pour qu'elle soit vraiment inclusive, hein, parce qu'elle est exclusive par rapport aux Congolais qui ont acquis une autre nationalité. Vous avancez beaucoup d'idées innovantes. Est-ce que vous êtes vraiment écouté et suivi? Bon, écoutez, je pense que il serait injuste de notre part d'avoir un savoir et de le garder.
En droit, il y a une expression qu'on dit non-assistance à personne en danger. Moi, je constate que il y a certaines choses qui mettent le pays en danger, d'où je viens pour assister avec le peu que j'ai. Dieu m'a donné cette petite intelligence et j'ai cette petite expérience que j'ai. Voilà, j'essaie de partager. Si les autorités estiment utile de mettre en place ou bien d'utiliser nos idées, il faut avancer. Si c'est pas utile, c'est pas grave, la population appréciera. Mais il est un devoir pour moi de venir et donner des idées. Pourquoi je les garderai? Dites-moi un peu. On va la boulimie d'idées. Non, non. On partage. On partage. Quand on échangeait avant de monter sur ce plateau, vous m'avez parlé de la nécessité de réformer l'appareil judiciaire, surtout à tous les niveaux. Des conflits fonciers. Oui, j'ai une idée. Je vais écrire bientôt dessus. Je propose même qu'on mette en place, pour ne pas se dépasser du sujet, qu'on mette en place un conseil de règlement des conflits fonciers. Par exemple. Ça veut dire qu'avant que les conflits ne soient déportés à la justice, qu'il y a un conseil constitué des personnes bien identifiées pour lesquelles je mentionnerai, qui peuvent déjà apporter à ce moment-là des avis qui pourront aider par rapport à la suite. Et on peut trouver des solutions l'amiable. Parce que 80% des conflits sont des conflits fonciers. Voilà. Mettons en place une structure qui peut aider et vous connaissez la suite quand les affaires vont devant les juges. Vous connaissez ce qui se passe après. On n'entre pas dans les détails, ne fait pas les sujets du jour. Voilà. En quoi l'établissement, justement, maître de données du fichier national, justement, de cette base de données, constitue une urgence pour la RDC? Une urgence d'abord parce que, point de vue sécuritaire, aujourd'hui, vous avez, sur d'autres territoires du Congo, dans notre pays, des compagnies aériennes étrangères qui atterrissent. Il y a une certaine population, certaines personnes qui arrivent. On doit savoir qui sont ces personnes. Mais ils sont identifiés par la DGM déjà. Mais je vous ai dit tout à l'heure les limites que nous avons au niveau de la DGM. C'est une identification faite, mais si les mêmes personnes viennent et obtiennent, mettons même une carte d'électeur, vous connaissez les dangers qui peuvent exister après. Mais mon travail d'abord sécuritaire. On a des frontières poreuses, c'est vrai. On doit aider. Il faut commencer quelque part. OK? Mais au-delà de ça, il y a aussi un souci du développement du pays. Le pays ne peut pas se développer avec un manque d'informations créant sur les éléments de base. Je vous ai parlé tout à l'heure, information sur la population active. On ne connaît pas. Alors que si aujourd'hui il y a ce fichier, il y a cette connexion entre les entités, on peut arriver à savoir la population active et le temps et comment planifier pour pouvoir donner, s'il faut du travail ou former autre pour cette population active et participer à l'économie du pays. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Sur d'autres pays, dans d'autres pays plutôt, les élèves, jusqu'à un certain âge, qui vont à l'école, d'abord il y a une obligation scolaire et les parents ont droit à avoir une allocation familiale pour soutenir l'enfant qui vient de l'État, pour soutenir l'enfant, pour soutenir les besoins quotidiens de l'enfant. Mais ce sont des informations dont on a besoin. Mais si on n'a pas, on ne sait déjà pas qui est enfant, qui est à l'école, combien d'enfants vous avez, comment on va vous soutenir? Ça pose un problème déjà, même si l'État avait la volonté d'appuyer les parents. Tout est déréglé. Tout est déréglé. Aujourd'hui, vous irez à la pension. Pas aujourd'hui, vous êtes encore jeune. Non, non, moi, j'en ai encore voilà. La pension, je n'en passe même pas. Si vous avez, vous savez, je suis surpris, j'ai suivi une information où j'ai vu quelqu'un qui avait 90 ans, un Congolais, mais qui était encore enseignant. Il dit, mais je veux faire la pension. Mais, qui va me payer? Comment je vais vivre? Mais si, par contre, nous avons cette base de données, en respectant la loi, on dit qu'à tel âge, c'est l'âge de la pension. 65 ans, 70 ans. En France, maintenant, ils veulent reculer 62 ans, 63 ans, 64 ans. Hier, grand débat, oui. À ce moment-là, on sait qu'on a autant de personnes qui ont l'âge de la pension. On a une base de données. On sait qu'il y a autant de personnes qui doivent cotiser. Est-ce qu'ils sont assez ou pas? On ne doit pas augmenter le nombre de personnes qui doivent cotiser. C'est pour cela que vous avez des pays comme l'Allemagne qui ont ouvert les bras pour accueillir les Syriens. Parce qu'il y avait besoin d'1 million de personnes qui allaient travailler pour soutenir la pension. Simplement. Voilà. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'il faut pour soutenir les pensionnaires? Ce sont des études, mais on doit savoir combien nous avons, par exemple, de personnes qui vont à la pension. Combien on en a qui travaillent? Combien cotisent aujourd'hui? Il faut demander à l'organisme. Vous pouvez donner, tu vas voir, 100 francs dans un
laissé, mais ce n'est pas entretenu à dessein. On n'est pas des bases de données pour que certaines personnes continuent à profiter de ces vides sur le plan d'abord de la démographie, sur le plan du nombre de travailleurs. On ne sait pas, on n'a pas la maîtrise des effectifs, on n'a pas la maîtrise de la population. Il y a des gens qui en profitent de ces vides juridiques pour se payer la part du bien. Oscar, vous savez, tout ce que nous faisons, c'est parce que nous le connaissons. On veut que ce pays aille de l'avant. On veut que ce pays redevienne normal. Parce que si vous vivez au Congo, vous voyez que le Congo n'est pas un pays normal. Ce n'est pas des choses qui doivent être acceptées. Alors, tout ce que nous faisons, c'est partager notre savoir, aider. Maintenant, si les politiciens estiment que le désordre pareil doit continuer, c'est eux qui auront des comptes à rendre. Et à la génération présente, à la génération future et à l'histoire. Mais tout ce que nous avons comme obligation, c'est de venir assister ce pays. Tout ce que nous faisons, c'est à eux de jouer. Vous savez, j'aurai un poste de responsabilité, j'appliquerai pas ce que j'ai, je pêcherai. C'est-à-dire que j'aurai des comptes à rendre. Comprendre, mais j'aurai du mal à ne pas appliquer, parce que c'est plus fort que moi. Et il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui ont de telles idées, qui veulent aider, mais qui n'ont peut-être pas accès à ces postes de responsabilité, et qui n'ont pas d'autre canaux que de faire partager des idées comme nous le faisons actuellement. Voilà. Maître Eddy Domitchi-Bobo, nous avons eu à recevoir beaucoup de matière grise sur ces plateaux, comme vous l'êtes aussi. Ils ont avancé de bonnes idées, ils ont fait des propositions, mais une fois aux affaires, vraiment c'est la nuit et le jour. On ne sait pas les reconnaître. Un bon français, un français mielleux, mais une fois on lui confie un poste de responsabilité, on ne sait pas les reconnaître. Vous avez ce qu'on appelle l'exception à la règle. Ah, vous faites pas de l'exception. Je dis, vous connaissez l'exception à la règle. Je ne dois pas faire partie de l'exception. Je dois faire partie de la règle. Si je fais partie de l'exception, c'est qu'il y a un problème. Ce que vous dites là, ils font partie des exceptions. Parce que vous ne pouvez pas avoir les standards. Ce que vous défendez, vous arrivez au pouvoir, vous faites autre. Donc ça, vous allez en dehors de ce que vous devez faire. Mais vous partagez cet avis avec moi parce que... Oui, mais c'est dommage. Mais vous reconnaîtrez aussi qu'il y en a à qui on a donné des postes qui ont bien travaillé. Mais malheureusement, ils sont minoritaires. Il y a des gens qui ont la bonne volonté. Tout le monde n'est pas... Et vous, vous êtes dans cette minorité? Non, moi, je suis dans la conviction. Simplement. Je suis dans la conviction. Nous ne faisons pas... Vous savez, il faut arriver à désacraliser certaines choses. Moi, je suis chrétien. On parle du maman. Quel maman, c'est toi? Il est des mots de l'argent. C'est l'argent. C'est lui qui, malheureusement, aiguille beaucoup. Vous devez arriver à aller... Il faut aller au-delà. L'argent ne doit pas être votre leitmotiv. Si vous voulez aider le pays, mettez l'argent de côté. Prenez vos compétences. Ah, c'est pas facile, hein? Mais il faut arriver à la quête de l'argent. Ou bien ne le faites pas. Donc, vous mettez... Parlez peut-être plutôt de mettre les intérêts égoïstes de côté. Mais c'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent. Quand je fais l'argent, je dis pas que je n'ai pas besoin. Je dis simplement assez de volonté. Au lieu de mettre en pratique ce que vous avez appris pour aider le pays, vous pourrez derrière l'argent. Non. Oubliez ça. Ouais, d'abord l'intérêt national. Vous savez, quand on est politicien, on ne s'appartient plus. On appartient maintenant à l'État. Une manière de dire que ce que vous faites, vous vous sacrifiez. C'est pour ça que vous allez voir que d'autres personnes qui ont un poste de responsabilité, directement il vieillit. Regardez le président Obama. Vous avez vu? Obama a pris un coup de vieux. Regardez même Sarkozy, directement parce qu'il y a trop d'affaires. Il n'a plus le temps de charges d'État. Beaucoup. C'est ça là. Vous privez. Non. Vous enlevez. Bien évidemment, vous avez des avantages liés à la fonction. Mais vous ne regardez pas ça. Parce que ce qui compte pour vous, c'est bien faire les choses. Vous comprenez? Bien faire les choses. Et je peux vous dire que sur ce point de vue-là, sans, comment je pourrais dire, créer des polémiques, j'ai vu dans l'actuel chef de l'État, sans créer des polémiques, une volonté. Mais la volonté politique. La volonté seule ne suffit pas. Il faut maintenant aller plus loin. Il faut se faire et avec des acteurs qui peuvent arriver à atteindre les objectifs. C'est ça que je peux vous dire. C'est pour reprendre un peu l'adage d'un de vos amis, d'ailleurs. Je ne veux pas le citer ici, un homme de Dieu. Je ne le cite pas, mais il a toujours dit que il faut toujours prier le Seigneur, se faire entourer de bonnes personnes. On peut avoir de bonnes idées, mais quand on est mal entouré, c'est très compliqué. La Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais quand vous avez de bons amis, là, il faut vous dire.
dans sa manière de parler. On voit des personnes qui ont la même vision que vous, qui peuvent dire. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit plusieurs fois, notre problème ici, c'est le problème de manque de bonne foi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la bonne foi de faire les choses. Malheureusement. Malheureusement. Ils ont la bonne foi. Et voilà. Donc, il sait le bien à faire, mais il ne peut pas le faire. C'est la mauvaise foi. Même si le chef le dit, faites. Moi, je vous ai dit la fois passée, en ce qui concerne le problème de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Combien de fois le chef de l'État a demandé de prendre son en charge? Ça fait 3 ans. Il a convoqué les assises de Congo. Combien de fois il a dit? Est-ce qu'aujourd'hui, qui le fait? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Donc, c'est un problème de mauvaise foi de ceux qui doivent exécuter, simplement. Nous sommes en train de terminer cette émission. Je rappelle que j'ai recevé pour vous, je reçois pour vous, Maître Dieudonné Tchibobo. Il est avocat au barreau de Bruxelles, au barreau de Kananga et de Kinshasa, Gombe. Il a plusieurs casquettes. Il est en même temps président de la Fédération de la diaspora congolaise. Il est basé à Bruxelles et vice-président du Centre de recherche pour l'information et la protection des consommateurs congolais, une structure qu'il veut mettre en place en RDC. Quand un Congolais a un problème, parce qu'il a acheté un produit avalé... Qui a mis en place? Qui a mis en place, mais qui n'est pas très... Qui commence à être actif maintenant, mais qui a mis en place, qui travaille? Parce que moi, quand j'achète un produit avalé, je ne sais où me plaindre. Vous avez les coordonnées téléphoniques, je vous donnerai encore plus qui veulent, ils peuvent appeler. On a des avocats qui peuvent aujourd'hui aller vous assister quand vous avez un problème au niveau de la consommation. Et nous sommes en train de terminer cette émission par rapport à l'identification nationale de la population. Est-ce que vous avez un message à passer par rapport à ces projets qui vont entre l'esprit? Non, mon message à moi, c'est qu'il ne faut pas négliger les choses. Peut-être que je parle en prophète, on ne sait pas. Il faut voir là. Il est plus qu'urgent de commencer ce travail d'identifier la population. On a déjà eu beaucoup de problèmes dans le passé. Stoppons l'hémorragie. Commençons là, on doit commencer. Et ce qui est passé, on va essayer de rectifier. Mais allons de l'avant. Il y va même, de l'intérêt de notre pays. Il y va même de l'intérêt du développement de notre pays. Il y va même de l'intérêt de tous les Congolais de se voir identifiés. Et ça nous permettra d'avoir un certain respect. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile dans le monde, de fois, de dire vous êtes Congolais. On vous regarde au coin de l'œil. Je comprends parce que vous voyagez beaucoup. Mais arrivons à redonner au Congo ses lettres de noblesse. Et c'est possible, avec un peu de volonté, un tel pays, avec 2 345 000 km², contenant presque tous les minéraux importants dans le monde, avec une population aussi active, avec un climat aussi beau, avec un cours d'eau aussi important, avec l'été arabe, il plus de 90 millions, je ne sais pas combien. Ce pays-là, aujourd'hui, voir l'état où il se trouve, il n'est pas bon. Aimons le Congo. Et dans le pays, avec le peu que nous avons. Moi, le peu que j'ai, ma petite contribution au niveau du pays, c'est mon intelligence, ma petite expérience. C'est pour ça que je mets à profit. Nous voulons que ce pays se mette debout. Quand on parle du Congo, il faut que les gens tremblent du Congo. Ce n'est pas normal que d'autres pays qui étaient, je ne veux pas citer de nom, qui respectaient le Congo, aujourd'hui commencent à minimiser le Congo. Non, on doit reprendre notre place au cœur de l'Afrique et au cœur du monde. C'est possible. Pays solution, comme l'a dit le chef de l'État. Et nous sommes ce pays solution. Et pour l'Afrique et pour le monde. Et c'est possible si nous voulons. Qui veut, qui peut. Si tu veux, tu arriveras. Mais si tu ne veux pas, ce sera toujours la même chose. Nous voulons parce que nous voulons arriver. Merci, Maître Dieudonné Tchibobo. Nous parlions avec vous justement de l'identification nationale de la population qui est une nécessité à tout point de vue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je suis toujours disponible. S'il faut parler d'un sujet qui peut aider le pays, nous sommes là parce que nous le pays. Merci pour votre disponibilité. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur votre télévision. À la prochaine.